Alors, ceci dit, l'AES, on vient de commencer, je vous en prie, en particulier le Mali. Je vais revenir sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est impliquée dans ce que je suis en train de dire. La Côte d'Ivoire est impliquée dedans. Alors, l'AES, particulièrement le Mali et le Burkina, mais ces temps-ci, il y a eu quelques jours où c'était le Burkina. Vous avez été témoin. Le renseignement burkinabé, vous avez vu comment il a travaillé d'arrache-pied pour dénicher tous les traites et comment le régime d'Abidjan essayait de déstabiliser le pouvoir de notre président Ibrahim. Je vous ai dit à cette époque-là, attention, n'oublions pas, ne baissons pas les bras. Ils ont une stratégie. Ils essaient de orienter notre intention vers le Burkina et préparer quelque chose contre le Mali. Je l'avais dit. Dieu merci. Le Tout-Puissant toujours dit, si mon serviteur fait ce que je lui demande, évidemment, que je vais me glorifier dans ce qu'il va dire. La situation du Mali a commencé d'abord par cette histoire de pénurie de carburant. Mais ce que nous ne savions pas, ou du moins ce que nous savions, mais peut-être qu'on refusait de l'admettre en ce qui me concernait, peut-être que on n'a pas pris le temps, ou du moins, personnellement, je n'ai pas pris le temps de m'impliquer davantage. Je voudrais remercier ma chérie, notre Camerounaise et Suissesse, Nathalie Yam. Ma chérie Nathalie, merci beaucoup infiniment pour le travail extraordinaire que tu as fait. Je vais faire passer un petit clip de Nathalie. Tout ce qui se passait. J'avais dit à l'époque que, est-ce que vous pensez réellement que ces gens ça peut basé? Mais attention, je repars encore en arrière. Quelques mois en arrière, 1 ou 2 ans. Je peux dire 4 ans en arrière. J'ai dit ce jour, il y a plus de 4 ans, que si nous pensons que ce qui se passe au Mali est isolé de ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on n'a rien compris de la politique. Et j'ai dit, ceux qui pensent ça, je vous demande pardon, déconnectez-vous de toutes mes pages et ne venez plus me suivre. Parce que peut-être je ne suis pas un prophète avec une église, un imam avec une mosquée. On n'a pas pris au sérieux ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, c'est pas isolé. Si vous croyez que c'est isolé, on se trompe lourdement. Et l'Ukraine m'a donné raison. Le renseignement ukrainien est là, attention. On appelle le SBU, je crois. Le renseignement ukrainien est dans le Sahel. Je vais vous démontrer pourquoi le renseignement ukrainien est dans le Sahel. L'Ukraine estime que nous sommes des victimes collatérales. Et sa guerre, c'est contre la Russie. Donc, si elle perd avec le soutien de l'OTAN, elle va se déporter dans le Sahel. J'espère que nos présidents nous entendent bien. Et je sais aussi que nos présidents sont bien informés. Mais d'où vient que Ouattara est impliqué? Ouattara est impliqué jusqu'à la gorge. Depuis quand le président américain félicite un dictateur? Si l'Amérique ne voyait pas ses intérêts avec ce dictateur, ils l'ont fait avec Muammar Kadhafi avant de le liquider. Ils le font aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Ce que j'ai toujours dit au président africain, ce que j'ai toujours dit au président africain, au petit président africain, ce que j'ai toujours dit, attention, j'ai un sérieux problème, on dirait, avec la connexion YouTube. Hein. Donne-moi une seconde, je vais vérifier avec YouTube. Oh. J'aime, bon, oh là là, YouTube, là, on dirait que j'ai un petit problème avec YouTube. YouTube, je sais pas trop, là, Orange nous a envoyé des mémos pour nous dire que il y aura beaucoup de perturbations.
Voilà, je crois que Orange nous a envoyé des mémos pour dire qu'il y aura des perturbations et je suis en train de vivre ça en direct sur YouTube parce que la connexion est vraiment nulle sur YouTube. Oui, c'est ce que Orange a dit. Orange a dit qu'il y aura de sérieuses perturbations parce qu'ils sont en train de travailler. D'après ça, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais je vois que si je me connecte sur le Wi-Fi, ce sera catastrophique. L'image sera n'importe quoi. Mais ça, c'est sur la connexion mobile, les données mobiles. Mais bon, ben, je vois qu'il y a toujours le problème est là avec, je sais pas trop, ben, la connexion n'est pas bonne. En tout cas, du côté de YouTube, la connexion n'est pas bonne. YouTube, la connexion n'est pas bonne. Je vais envoyer un message sur, bon, je sais pas. YouTube, en tout cas, la connexion n'est pas bonne. Voilà, donc les gens peuvent venir sur Facebook, j'espère bien. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Donne-moi une seconde, je vais vérifier quelque chose rapidement. Donne-moi une seconde sur Facebook, s'il vous plaît, une seconde. Je vais rapidement essayer de faire quelque chose ici. On va essayer de... Je vais essayer quelque chose d'autre si ça va marcher. Ok. Oh là là. Permettez-moi, hein, je vais essayer de voir le... Oh là là, c'est pas vrai. Ok, on va essayer de... Je vais essayer de voir ce que ça va donner dans une seconde. Dans une seconde, hein, on va essayer de voir avec... Vous me donnez une seconde, je vais essayer de revoir rapidement au niveau de... Je vais relancer à partir d'ici, je vais voir ce que ça va donner. Pardonnez, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde, hein, je vais revoir rapidement avec YouTube, là. Je vais tenter quelque chose avec YouTube, voir ce que ça va nous donner. Voilà, permettez-moi une seconde, on va revenir rapidement ici. Bon, je vais voir ce que ça va donner. Permettez-moi une seconde, on va reprendre rapidement. On va revenir en arrière complètement et puis on va reprendre. Voilà. Alors ça aussi, ça fait partie. Les gens, ils ont dit qu'on aura un petit souci. Bon, je sais pas trop pourquoi ils font ça. On a un souci, mais quand vous avez le Wi-Fi, logiquement, ça devait marcher. J'ai augmenté la capacité du Wi-Fi. Malheureusement, c'est toujours médiocre, c'est toujours nul. C'est pas encore ce que je veux. Mais bon, ben, dans mes secondes, je vais revenir encore. Parce que c'est, je suis en train de vérifier sur YouTube, hein. Ok. Donne-moi une seconde, hein. On va voir ce que ça va donner. Oh. Bon, on va continuer. Si je peux pas prendre YouTube, c'est pas grave. On va continuer avec Facebook. Bon. YouTube que j'ai revenu, je sais pas si ça pourra t'aider assez longtemps. Alors, donc comme je disais, merci infiniment au niveau de Facebook. Merci pour votre patience. Je suis pas trop sûr on pourra, permettez-moi de suivre ici en même temps que vous. Alors,
comme je le disais, lorsque nous avons été confrontés à cette situation au Mali, j'ai eu à dire que ce n'est pas un cas isolé. Et aujourd'hui, l'Ukraine est présente dans le Sahel, où, évidemment, avec le soutien de l'Algérie, il y a des bâtards de Mohamed, là, va dire ça à ta maman et son couillou sale, la bâtard que tu es. Maudit, bâtard, sors de mon direct, dans la D. Tu sors de mon direct, j'ai pas besoin de toi ici. Alors donc, on continue. En Côte d'Ivoire, voilà un président qui n'a pas compris grand-chose dans ce que se joue. Bon, alors, les gens de YouTube, je sais pas, je vais essayer de mettre ça comme ça, bêtement. Bon, je ne suis pas certain qu'on aura une bonne image, mais on va aller avec ça comme ça. On va se débrouiller. YouTube, on va se débrouiller comme ça. L'image sera pas bonne, mais on va faire avec comme ça. D'accord? YouTube, on va aller comme ça. L'image sera pas bonne, mais on va faire avec. Tous les bâtards de Draman, tous les bâtards de choses là, Nyamoukodé, Mohamed, bâtard que tu es. Voilà. Donne-moi une seconde. Tous les bâtards ratés là, même si ma chérie m'a dit de ne pas insulter, tous les bâtards avec capote personne, Nyamoukodé, venez ici, je mets mon pied dans votre abus sale, dans la deux que vous êtes, des ratés que vous êtes. Alors on continue. L'Ukraine, à partir du Sénégal, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, même le Sénégal ne peut pas démentir ce que nous sommes en train de dire. Puisque c'est au Sénégal que l'ambassade de l'Ukraine prend plaisir à informer le monde de sa participation dans des attaques contre le Sahel, particulièrement le Mali. On se rappelle encore de ce qui s'est passé à Tizawanten, pas une fois, jusqu'à 2 fois. Une fois, on a vu un soi-disant appel du ministère des Affaires étrangères qui a convoqué soi-disant le représentant diplomatique de qui c'est encore là, de, comment on appelle ça, le représentant diplomatique de l'Ukraine a été appelé par le ministère des Affaires étrangères au Sénégal pour dire quoi? On a vu à peu près à quoi servait cette, mais l'Ukraine ne s'est pas gênée à continuer. Mais n'oubliez pas que Ouattara a invité l'Ukraine à venir ouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire. Mais attention, posons-nous bien la question. J'avais une fois une image d'un jeune Ivoirien. L'image ne sera pas bonne, hein, YouTube. On va faire ça comme ça. L'image, la qualité est pratiquement nulle. Elle n'est pas bonne. Hein? YouTube, là, l'image n'est pas bonne. On va faire ça comme ça. Alors, donc, en Côte d'Ivoire, écoutez très bien, hein? Subhanallah, permettez-moi d'abord il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais partager avec vous. S'il vous plaît, restez avec moi. Il y a un jeune Ivoirien qui a été arrêté en Ukraine par les soldats russes. Je dis bien un jeune Ivoirien est allé s'enrôler comme mercenaire et il se battait aux côtés de l'armée ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi une seconde. Donc, ce jeune Ivoirien a été arrêté et présenté à la presse. J'avais même sa photo. Je crois que je dois avoir sa photo quelque part. Salut à ma chérie, là, il a tout calabé, comment vas-tu? Donc, ce jeune Ivoirien est allé participer à la guerre en Ukraine. Mais n'oubliez pas une chose, attention, il n'est pas le seul Africain. Il y a beaucoup d'Africains qui sont qui participent à cette guerre aux côtés de l'Ukraine. C'est l'ambassade de l'Ukraine dans nos pays africains qui recrute avec l'accord des gouvernements de jeunes gens qui veulent aller se battre. Mais si vous pensez que c'est les jeunes là seulement, que c'est les jeunes qui se lèvent et seuls pour l'Ukraine, c'est que vous n'avez pas compris grand chose.
nous avons en Côte d'Ivoire un régime terroriste. Je répète, nous avons en Côte d'Ivoire un régime terroriste. Et le régime terroriste là, il fait quoi? Le régime terroriste, il participe au recrutement. Il y a tellement d'infos que j'ai reçues sur le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire par rapport à des pratiques. J'ai pas envie de les dévoiler ici, mais je crois qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on pourra faire ces choses-là, si Dieu le veut. Avec le temps, on pourra rentrer dans certains petits détails. Je vais pas aller trop loin, sinon ces personnes-là risquent de se retrouver dans le viseur du gouvernement. Mais ce qu'il faut retenir, en parlant de ce jeune homme-là qui a été recruté en Ukraine, il n'est pas le seul. Partout où il y a des ambassades de l'Ukraine en Afrique, il y a des agents recruteurs dans ces pays. Et ces agents-là, ils ne connaissent pas nos frères, mais ce sont des éléments de l'exécutif. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être d'autres personnes, mais en tout cas, il y a des gens qui les servent de guide pour recruter ces jeunes gens-là. Et si on vous promet 1 million ou 2 millions, peut-être que vous avez 500 000 ou 700 000, les autres 1 million, là, ça va dans la poche de celui qui sert de guide pour le recrutement. Parce que c'est des mercenaires, ils sont très bien payés. C'est pourquoi ces temps-ci, vous avez vu, dans mon seconde, c'est pourquoi ces temps-ci, là, vous avez vu plein, surtout ces 2 derniers jours-là, vous avez vu des choses intéressantes sur l'Ukraine. C'est-à-dire, on a mis à nu le régime de Kiev, la corruption. Ils ont été épinglés. Depuis 2 jours, là, c'est chaud en Ukraine. Le gouvernement de Zelensky est épinglé. Il y a à peu près une fuite de 100 millions de dollars, je crois, qui ont disparu. Mais l'argent n'a pas disparu. Cet argent-là sert à recruter des gens. Zelensky fait comme il n'est pas au courant, mais il est au courant. Alors donc, ce qui se passe actuellement dans le Sahel chez nous, c'est pas seulement les terroristes qui se sont enlevés et puis attaqué les camions-citernes, c'est faux, non. Non. Ces terroristes-là sont renseignés, informés, équipés et financés pour attaquer. Il y a un narratif qui avait été préparé pour salir l'image de nos pays. Et le narratif a été soutenu par 2 pays, les États-Unis et la France, qui se sont appuyés sur leurs ambassades chez nous au Mali pour demander à leurs ressortissants, ceux qui le peuvent, de quitter le pays parce que ce n'est plus sûr. Je ne suis pas sorti pour en parler parce que j'estimais que ça n'en valait pas la peine. Mais c'est quand j'ai vu ça, je viens d'abord à Nathalie, oui, ma chérie Nathalie. Je viens à ma chérie d'abord. Oui, Nathalie, donne-moi une seconde, je vais venir rapidement à Nathalie, Je vais vous faire écouter un élément très important. Voilà. On va écouter ici Nathalie Yam, je vous en prie. On va écouter Nathalie Yam. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yam. Vous savez ce... On va écouter Nathalie. Salade de maître représente. Eh bien, ce sont 2 compagnies de shipping qui ont voulu faire leur malin avec le Mali et qui se sont fait... Quand elle parle de compagnies de shipping, ce sont les compagnies de transit. C'est les compagnies qui utilisent les gros navires avec les conteneurs. C'est eux là qu'on appelle les compagnies de shipping. D'accord? Maintenant, on continue. Propre. CMA CGM est une société française et MSC est une entreprise suisse-italienne qui transporte des conteneurs et autres marchandises
à travers le monde. Les 5 et 6 novembre, profitant d'une énorme campagne d'intox, la plus grosse opération de désinformation de ces dernières années, lancée au mois d'octobre par le ministère des Affaires étrangères français, tendant à faire croire que le Mali serait au bord de l'effondrement et que la capitale Bamako serait encerclée par les terroristes, les deux entreprises ont annoncé coup sur coup leur décision de suspendre avec effet immédiat le transport intermodal et les livraisons sur le Mali à cause du risque sécuritaire et des problèmes de carburant causés par les attaques des mercenaires néocoloniaux du JNIM sur les convois de camions citernes. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Après que les représentants locaux des deux sociétés ont été convoqués par le ministère malien de l'économie et des finances ainsi que celui des transports et qu'on leur a énergiquement soufflé dans les bronches, en un temps de mouvement, les gars ont dit qu'ils reprenaient leurs activités au Mali. Risque à... Ok. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui est en jeu quand vous voulez prendre votre destinée en main. Vous me connaissez, j'aime pas trop cette histoire d'indépendance, mais je préfère plus l'expression souveraineté. Depuis que ces trois pays ont décidé de ne plus marcher selon la volonté du père colon, l'oncle colon, la mère colon, on dirait que tout de suite, eux tous, ils ont eu hémorroïdes externes. Ils ne peuvent plus s'asseoir. En bas là, leur derrière là, c'est devenu chaud comme ça. On dirait on a pris sauce au piment avec purigeoire et puis on les a purgés. Donc, il faut trouver tout de suite les moyens. Merci à toi, ma chérie Laila Toukalabi. Le bébé se porte bien. Félicitations. On n'a pas eu à échanger. J'ai juste vu les images. Félicitations à toi. Alors, la question, si nous sommes pauvres, si nous n'avons rien, mais pourquoi vous ne nous laissez pas avec notre pauvreté? Nous, on n'a rien, on se défend seul. Pourquoi vous venez nous attaquer? Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez dit est faux. Vous dites, l'homme là, je m'en fous de lui. Puis tu m'as, c'est moi, je prends soin de toi, je fais tout pour toi. Mais tu peux pas le laisser, c'est que ma soeur, tu mens. À la femme là, pouf, elle vaut rien, c'est pas préparé, elle sent mauvais, mais tu peux pas la laisser, mon frère, tu as menti. Si tu peux pas laisser là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attire là-bas. Quelque chose que tu veux pas qu'on sache. Donc, dans un second, il y a un bâtard qui est là, la fois, prends ça et puis tu mets ça dans le couillou de ta maman. D'accord? Voilà. Attendez, il y a un autre bâtard qui est là que je vais enlever de mon direct là. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est pas du tout compliqué. Alors, vous voulez pas laisser les gens? Mais ce n'est pas tout. Quand le Mali a décidé de prendre son destin en main, on avait tout de suite, la CEDEAO a été activée. On a bloqué nos comptes d'opération. Blocus terrestre aérien. Ils ont fermé leur port, on ne reçoit rien de leur port. Mais pendant ce blocus-là, les bâtards qui viennent parler d'Ardo ici, ma chérie, pardon, tu m'as dit de ne pas insulter. À cause de Dieu, c'est plus fort que moi, mais laisse-moi parler un peu. Les bâtards qui viennent ici, là, votre sale président terroriste, criminel, assassin, sans foi ni loi, qui va brûler en enfer, ce bâtard d'Alassane Ouattara. Pendant qu'ils avaient imposé leur embargo sur le Mali est devenu le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Malgré que le bâtard criminel terroriste président Draman, malgré qu'il avait imposé un embargo terrestre et aérien, curieusement, le Mali est devenu le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire avec plus de 1000 milliards de bénéfices pour la Côte d'Ivoire. Et le Mali était déficitaire à des milliards. Parce que le Mali, je vais être honnête avec vous, les trois pays là sont déficitaires avec tous les pays de la CEDEAO.
en termes de balance commerciale. Bon, la balance commerciale, je vais vous expliquer en français banal, simple. Comme ma soeur Nathalie aime parler facilement, simple. Et vous expliquer. La balance commerciale, ça veut dire quoi? J'achète chez toi, tu achètes chez moi. J'achète 1000 francs, tu achètes 500. Moi, j'ai, comment on appelle, moi, j'ai un excédent. Toi, tu as un déficit. Si j'achète 1000 francs, que toi, tu achètes 1000 francs avec moi, moi, j'achète 1000 francs avec toi, la balance commerciale est normale. Mais quand moi, j'achète 1000 francs avec toi et toi, tu achètes 500 avec moi, je réalise des gains et toi, tu perds. En français simple, c'est comme ça la balance commerciale. Mais tous les 3 pays de l'AES sont déficitaires avec tous les pays de l'AES, pas un seul. Avec le Ghana, on est déficitaire parce qu'on achète le pétrole de Ghana. Avec la Côte d'Ivoire, on est déficitaire à cause du port de l'Abidjan. Avec le Sénégal, on est déficitaire à cause du port de Dakar. Avec Cotonou, avec Togo, Bénin, on est déficitaire. Nigeria, on est déficitaire. Quel autre pays on est? Même le Libéria qui n'est rien, on est déficitaire avec eux. On n'est même pas excédentaire quelque part, dans aucun pays. Donc, c'est sur cette base-là, ils se sont dit, si on impose un embargo terrestre et aérien, alors que l'embargo terrestre dont il parle, il n'y avait pas maritime. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas une façade maritime. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas de port. Alors que dans les clauses internationales, il est interdit, même en temps de guerre, de fermer son port à un pays qui n'a pas une façade maritime. Mais vous avez un criminel au pouvoir, un voleur au pouvoir, un assassin au pouvoir, un terroriste au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas gêné, même pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011, avec ses soutiens français, ils ont suspendu la livraison de médicaments. Combien de femmes enceintes sont mortes sur les tables d'opération en Côte d'Ivoire? Combien de Nigériennes sont mortes à cause de ce criminel terroriste sanguinaire sans foi ni loi qui va brûler en enfer demain? Combien de Maliens ont eu des difficultés, qui ont péri à cause de cette machination de la CEDEAO soutenue par un criminel voleur assassin? Seul un voleur a l'esprit aussi sataniquement créatif comme Ouattara. Ils nous ont frappés, mais ça n'a pas réussi. La résilience du peuple malien, tout de suite le Togo nous a ouvert son port, la Guinée, avant que la Guinée ne ferme son port, à travers des facturations, à vous couper le souffle. La Guinée qui était un port pour nous, du coup a changé de stratégie. Donc elle a dit quoi? Bon, ton port c'est ton port, notre argent c'est notre argent. On a commencé. Mais même avec ça, que ce soit le Ghana aujourd'hui, que ce soit le Togo aujourd'hui, que ce soit le Maroc aujourd'hui, tout ça, ça ne sert à rien. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'il nous faut un canal. Ouvrir un canal pour que des petits et moyens bateaux puissent entrer dans le Sahel, on aura toujours ce genre de problème. Donc, voilà la stratégie qui était en marche. Ils se sont dit, le Niger a tous les problèmes d'abord. Mais je n'ai pas fini, je vais vous faire écouter tout de suite. Aujourd'hui, là, malheureusement, on me sert une image pathétique. C'est pas grave. Prenez votre courage des 2 mains, ne regardez pas l'image à YouTube. Écoutez seulement le son qui va sortir de votre logiciel. Entendez ma voix seulement. Ma voix va vous aider. Oubliez l'image, la qualité de l'image. Écoutez seulement ce qui va sortir de ma bouche. C'est du feu que je vais cracher. Je vous en prie, asseyez-vous, augmentez le volume et puis ne regardez pas l'image parce que la qualité n'est pas bonne. Mais malgré la qualité médiocre, je vois le nombre de personnes connectées. Je peux que dire Alhamdulillah, gloire à Dieu, merci à vous. Malgré que la qualité n'est pas bonne, parce que je suis ça ici. La qualité n'est pas bonne. Mais quand je regarde le nombre d'abonnés, je suis dépassé. Venir écouter quelqu'un, même quand la qualité de l'image n'est pas bonne, c'est extrêmement une faveur que je ne saurais expliquer de la part de Dieu. Et je ferai tout pour mériter cette considération-là. Je vous en prie. Merci infiniment. Parce que je contrôle à tous les niveaux, je contrôle les images là, la qualité de l'image. Mais quand je regarde le nombre d'abonnés, enfin le nombre de personnes qui me suivent en direct en ce moment, avec cette mauvaise qualité de l'image, il y a encore des bâtards à bâtir ça à ta maman. Bâtard que tu es. Non, mais c'est bon, il y a encore des. Alors donc, je continue. Donc,
Ce qui est important, on termine avec Nathalie. Dardard. Mais le fait même que ces entreprises aient eu l'audace d'envisager suspendre sur le champ leurs opérations démontre que l'exemple appliqué à Air France n'a pas encore été bien intégré par les multinationales occidentales. Il a donc fallu le leur rappeler en français dans le texte. Chaque fois qu'une entreprise qui a reçu l'autorisation d'opérer commercialement s'amusera à faire de la politique, elle se verra interdire définitivement d'opérer au Mali. Alors, merci à ma chérie Nathalie. Pour être honnête, c'est des informations qui m'avaient échappé. C'est quand je l'ai écoutée, j'ai dit, wow. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là? Et je me rends compte qu'effectivement, qu'il y a, donne-moi une seconde, s'il vous plaît, ça va aller, il y a un bâtard qui est là. Il n'est pas fatigué, je suis pas fatigué. Donc, on continue. Alors, Nathalie, donne-moi une seconde, permettez-moi, je vais rentrer ici. Et puis, je vais aller complètement bannir le bâtard là qui est sur mon direct là. Je vais le faire sortir définitivement de mon direct. Donne-moi une seconde. Voilà, non, c'est pas celui-ci. Voilà, je viens ici, c'est, voilà, donne-moi une seconde. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais faire sortir le bâtard là de mon direct rapidement, là. Voilà. Voilà. Donne-moi une seconde. Voilà. Donne-moi une seconde, hein. Je vais sortir. Voilà. Oh, tu vas où là? Tu es ici? Donne-moi une seconde. Ok. J'ai pas fini. Je suis en train de faire quelque chose. Donne-moi une seconde, hein. Ok. Voilà. Voilà. Donne-moi une seconde, hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Petit bâtard, là, tu vas aller te faire voir ailleurs. Ok, c'est bon. On va continuer. Alors, donc, on continue. J'ai mon truc ici. Je suis, ok. Alors, ce qu'il faut retenir. Nathalie dit désormais, il va falloir, et que, moi, je vais aller beaucoup plus loin que Nathalie. C'est vrai que le ministère du Commerce a interpellé ces deux compagnies de fret, de transit, ces deux compagnies de transport, et leur a dit, ou vous continuez, ou vous perdez votre licence. Et Nathalie a dit quelque chose d'intéressant à la fin. Désormais, moi, je souhaite rapidement que l'AES, le ministre du Commerce de l'AES, le ministre des Affaires étrangères de l'AES, qu'ils se mettent d'accord rapidement pour faire sortir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un test commun applicable aux deux pays. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les compagnies de transport aérien, d'accord? Que ce soit, donne-moi une seconde, que ce soit les compagnies de transport aérien, ou que ce soit, donne-moi une seconde, il y a un bâtard encore qui est là, que je vais enlever de mon direct. Alors, que ce soit des compagnies, voilà, c'est parti. Non, j'ai déjà fait, c'est bon. Non, là, il y a tout, je suis là, je contrôle. Ne t'en fais pas. Alors, que les trois pays de l'AES, le ministre du Commerce, d'accord? Il y a le commerce, je crois il y a économie et finance, pardon. Les trois pays de l'AES, voilà, en tout cas, c'est une proposition. Moi, je vais aller un peu plus loin que ce que Nathalie a demandé. C'est de demander aux trois pays, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du transport, au ministre du commerce, et puis des affaires étrangères, qu'ils se retrouvent rapidement pour adopter un test
test qui sera validé par les trois, que ce soit au Mali, on parle de CNT, au Niger, on parle d'autre chose, au Burkina aussi, c'est CNT, je crois, que ces trois institutions législatives, là, transitoires, valident le test qui sera proposé et en faire une loi pour les trois pays. Nathalie dit qu'il faut demander à chaque compagnie désormais de déposer une caution. Combien de milliards, je ne sais pas. Mais il faut que la caution soit vraiment énorme. Désormais, parce qu'il va falloir que nos pays s'inspirent de ce qui s'est passé en Russie. On dit toujours, c'est-à-dire que moi je dis, c'est vrai, Dieu, tout ce qui nous arrive, Dieu est dedans. Mais attention, attention. Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Dieu nous a donné aussi la raison. Dieu nous a donné la compréhension. Dieu nous a tout donné. Mais quand nous regardons ce qui s'est passé en Russie, et puis nous on croise les bras, on croit que ça ne va pas nous arriver ici. Mais c'est des choses que j'avais annoncées depuis longtemps. Et croire que ces gens-là, ils vont pas s'arrêter, on leur a dit. Est-ce que nos autorités peuvent dire qu'elles ne sont pas au courant de ce qu'on a dit? Que ceux-là, ils vont pas s'arrêter, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais c'est quand ils vont être confrontés à notre détermination, le temps de finir leur mandat, aussi chute, le prochain qui va venir va réfléchir que ce qu'ils ont fait. Parce que tous ces gens qui sont là, contrairement à nous, ils vont tous tomber. Ils vont tous partir. Alors, il faut pas laisser ces compagnies-là. Je parle des dirigeants politiques. Il faut que l'AES mette en place une législation commune aux trois pays qui va imposer des sanctions. Non seulement on va leur demander de faire des dépôts, c'est-à-dire il faut déposer de 6 et 5 milliards, 10 milliards dans chaque pays où tu vas aller. S'il y a la même compagnie qui travaille dans les trois pays, on impose, chaque pays a un quota à imposer. Et le quota sera similaire. 5 milliards de francs CFA, 2 milliards de francs CFA, 10 milliards de peu importe. Ça, c'est la proposition de Nathalie. Mais moi, je vais plus loin. Je dis quoi? Il faut adopter un test. Et le test va dire quoi? Merci, une caution. Le test va dire quoi? Parce qu'il faut revoir tous les tests. De la même manière, on a regardé les tests, les contrats miniers, là. On a adopté une nouvelle législation par rapport comment on appelle, à nos ressources minières. Il faut faire la même chose avec le transport, avec les compagnies qui travaillent chez nous, qui font les frettes chez nous, qui font les transits chez nous. Il va falloir qu'on soit clair et que les compagnies comprennent qu'on ne vient pas s'amuser chez nous. Donald Trump, quand il est arrivé, il a annulé autant de contrats qu'il voulait. Le ciel n'est pas tombé sur le monde ou sur les États-Unis. On peut faire la même chose ici dans le Sahel. Toutes les compagnies, on met un point. Tu te trompes à dire une phrase qui n'est pas de ton ressort. Tu t'amuses à rentrer dans le champ politique, il n'y a pas d'aller-retour. Automatiquement, on te retire ta licence, ta caution que tu as déposée, tu la perds. C'est fini. Il va falloir qu'on soit clair. On va aller loin parce qu'ils sont en train d'ouvrir nos yeux sur des solutions, des voies. Ils sont en train de nous alerter. Donc, il ne faut pas que ce soit juste une interpellation du ministre du Commerce et puis c'est fini, ou bien le ministre du Transport, c'est fini. Non, non, non. Il va falloir que le ministère du Commerce, du Transport, de l'économie et des Finances, des Affaires étrangères, des trois pays de l'AES, il faut qu'ils s'entendent sur un test qui sera présenté à nos présidents, validé par nos différentes CNT et qui sera applicable à toutes les compagnies. Désormais, parce qu'aujourd'hui, on a vu, hein, quand on a frappé Air France, là, les pertes que Air France c'est maintenant on se rend compte que la dernière fois quand je vous ai dit, je suis allé augmenter ma capacité chez Orange. Je parlais devant tous les employés d'Orange. Je dis, je n'ai pas un problème avec vous. Beaucoup me connaissent. Beaucoup m'ont reconnu. Je n'ai pas, et puis j'ai parlé fort dans la salle. J'ai dit, regardez-moi et écoutez-moi. Je n'ai pas affaire à vous. Vous avez des vidéos qui enregistrent, que les vidéos enregistrent mon visage. Mais je mets Orange en garde contre ce qu'elle fait. Je dis, vous qui travaillez pour Orange ici au Mali, là, est-ce que vous savez que les bénéfices annuels d'Orange, Côte d'Ivoire, Sénégal, n'arrivent même pas aux 3/4 de ce que le Mali donne à Orange. C'est-à-dire que Orange gagne plus d'argent au Mali que 5, 6, 8 pays, 10 pays européens réunis. Ce que Orange gagne chez nous, et puis, regardez les prestations d'Orange en France, dans l'espace Schengen. Regardez.
pour avoir Internet tout le mois, vous croyez que ça fait quoi? Ça fait 50 euros, 60 euros, 100 euros. Mais nous, on nous vend par giga. Regardez combien c'est. Et puis, ce qu'on achète ici par mois. Quand vous regardez en Europe, mais pourquoi Orange ne peut pas faire les mêmes bêtises en Europe? Pourquoi? Parce que l'Union européenne a mis des législations pour veiller sur les intérêts des pays ou du moins des populations qui font l'espace Schengen. Mais chez nous, ici, il n'y en a pas. Orange fait son petit malin matin, midi, soir. Et c'est ça qui me fait mal. Souvent, tu as envie de parler, tu dis, mais si tu parles, les gens vont prendre ce que tu as dit, ils vont tordre le cou, ils vont dire des bêtises, ils vont dire que tu as dit ça. Le temps même qu'on va savoir que c'est pas ce que tu as dit, déjà ton nom est gâté. C'est ton nom, c'est ta photo, on va afficher partout. Mais pourtant, c'est pas ça. Est-ce que c'est compliqué pour le ministre du Commerce de demander à son ministre, le ministre de la Communication? Est-ce que ça là, c'est compliqué que le Premier ministre interpelle le ministre de la Communication? Attention, nous on paye l'argent, et ce qui est dangereux, il y a un fonds de soutien quand même, le fonds patriotique. Mais on ne nous demande pas, on le paye. Ça pose pas un problème. Mais quand on doit opérer un transfert, une transaction, automatiquement c'est prélevé. Mais le gouvernement devrait veiller puisque nous payons ce qu'on appelle le soutien patriotique. Si on nous l'a imposé qu'on paye, mais le gouvernement a le droit aussi d'imposer à Orange de nous donner une meilleure prestation de service. Tu veux faire un transfert d'1 million, tu sais combien tu vas payer? Fonds de soutien, tu payes les 10% de 1 million que tu vas transférer. Mais pourquoi le service est mauvais? On pêche, Orange nous coupe, on soutient par le fonds patriotique, mais la prestation est nulle. Au moins, les dirigeants peuvent regarder ça, non? Pour dire que c'est bien ou c'est mauvais. Ouais, c'est à cause de toutes ces petites choses-là que les idiots s'asseyent chez eux et puis ils font ce qu'ils veulent dans nos pays. Pour qu'on en arrive, pour que ces deux idiotes en compagnie décident de dire dans une bêtise, ah, on veut plus aller chez vous là-bas parce que c'est pas sûr. Ah bon? C'est parce qu'ils ont vu ça. Jusqu'à la fin du mois, ils ne peuvent pas dire ça aux États-Unis. Ils ont tenté une seule fois la Russie. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tout le monde est en train de penser dans le dos de l'Union européenne pour aller négocier avec la Russie. Tout le monde. Parce que la Russie a bloqué tous les avions. C'est-à-dire ils ont bloqué les avoirs russes. 300 milliards. C'est pas ça? La Russie a bloqué des avions. La Russie a bloqué des business. La Russie a bloqué des compagnies. Quand vous faites le total de tout ça, c'est plus de 1000 milliards que la Russie a récupéré. Et puis, avec ça, il dit, si vous touchez à mon argent, finalement, les Européens, ils disent, ah, si on touche la Belgique où se trouvent les 200 milliards d'euros de la Russie, le Premier ministre belge dit, si jamais on s'amuse, nous, Belges, à toucher 1 centime dedans, jusqu'à l'éternité, la Russie, on va continuer à payer ça. La Russie ne va pas nous pardonner. Si vous voyez qu'il ne peut pas toucher à l'argent de la Russie là, pour soi-disant reconstruire l'Ukraine, mais c'est à cause de ça. Parce que la Russie a montré ses muscles. Si nos pays ne commencent pas à montrer les muscles à ces idiots qui croient que... Parce que les gens, ils réfléchissent toujours. C'est comme on était soumis à leur volonté. Et ce qui me fait mal, à tel point que je prie Dieu tout simplement de m'aider à me contrôler. Parce qu'un jour, je vais dire quelque chose, le ministre là, il ne va pas aimer. Le ministre quoi la même, je sais pas quoi, le ministre de communication, il ne va pas aimer. Parce que c'est dans son registre. Et ils font comme il n'y a rien. Et vous les voyez dans les cérémonies, ils sont contents. Mais alors qu'il y a un sérieux problème. Quand on paye fonds patriotique là, est-ce que le service pour lequel on paye là, est-ce qu'on est bien servi? Au moins, là aussi, tu peux dire, monsieur le ministre, tu peux dire, ah, il paye fonds patriotique avant de dire, mais maintenant, au moins, il faut que le service soit bon. Est-ce que le service est bon? C'est nul. Il faut regarder Orange. Ils sont en train de faire un direct maintenant. Il faut regarder la qualité de l'image, monsieur le ministre. Est-ce que j'ai besoin d'une telle qualité? Mais pourtant, je paye fonds patriotique. Quand je prends des données Internet, fonds patriotique est coupé. Mais regarde la qualité de l'image. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. C'est vous qui faites que les gens là nous respectent pas. Parce que si vous commencez à taper dessus là, comme le ministre du Transport a fait là, ou comme vous le belez mais vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Ils vont nous traiter comme ils veulent.
Il faut arrêter ça aussi, monsieur le ministre. C'est votre responsabilité, c'est pas à nous de vous le dire. L'image est nulle ici. Vous prenez 25 gigas, 10 000 francs, vous ne pouvez même pas faire une bonne image avec. Sur les 10 000 francs, mais problème quand même le fonds patriotique 1000 francs. Et puis l'image est, voilà l'image qu'elle a. La preuve est là. Est-ce que je suis en train de mentir, monsieur le ministre? La preuve est là. Il faut regarder YouTube. Quelle est la qualité de l'image? Voilà ça ici. Alors, on remercie infiniment notre sœur Nathalie pour ce qu'elle est en train de faire. Infiniment merci. Je pense que au niveau de Facebook, la qualité est beaucoup meilleure que YouTube. Mais ça, c'est vraiment décevant. On a un ministère pour ça. Il faut que chacun joue son rôle. Air France est encore dans un goumet gigantesque à cause du tenté regretté qu'elle a fait en 2023. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Nyata, comme on dit chez moi. Je suggère d'ailleurs fortement aux 3 chefs d'État de l'AES, mais les autres peuvent aussi écouter, de mettre en place une législation qui oblige toute multinationale étrangère à devoir, premièrement, déposer une caution conséquente auprès du Trésor public avant de pouvoir commencer à opérer dans un pays. Je parle de milliards à la hauteur de leur chiffre d'affaires et bénéfices, pas de petites sommes nyama. Deuxièmement, devoir signer un engagement sur l'honneur de ne jamais faire de la politique ou participer à des actes politiques contre le pays dans lequel elles opèrent, quelles que soient les injonctions de l'État dont elles sont ressortissantes. Et troisièmement, avoir un siège construit ou acheté et non pas en location dans le pays. Voilà qu'est Si vous vous trompez comme Air France ou les 2 Ozo de la semaine dernière, à vouloir du jour au lendemain stopper vos activités au détriment de vos clients locaux et de l'économie du pays hôte, on saisit votre caution, on saisit votre siège et on vous éjecte à jamais. Enfin, ma dernière recommandation pour les 3 pays de l'AES, afin d'éviter une trop grande dépendance à des acteurs extérieurs parfois, que dire. Merci Nathalie, on a bien compris et on avance avec. Ce qui est important, c'est cela. Ça, c'est important, il faut le comprendre, il faut aller, comment on appelle ça, il faut que nos autorités, autant pour moi, comprennent la nécessité quand même de protéger les intérêts du pays en faisant quoi? En prenant des décisions fortes. Donald Trump a montré le chemin, la Russie a montré le chemin. Nous attendons quoi pour agir correctement et conformément? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas changé leur façon d'agir. Ils vont continuer selon eux jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Par la grâce de Dieu, ils n'auront pas gain de cause. Donc, ce que nous disons et ce qui est important, vous avez entendu tous les propos du président Tiani au Niger, lorsqu'il allait rencontrer nos frères d'âmes sur le terrain. Il a été clair, on ne peut plus clair. Il a été correct, on ne peut plus être correct. Donc, permettez-moi, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous faire écouter rapidement. Maintenant, je viens ici. Je viens rapidement là. On va écouter ici le général Tiani qui a été... Ok, on va écouter ça. Et puis on continue. Plongeons au cœur d'un moment historique. Général Abdourahmane Tiani, figure emblématique et chef visionnaire du Niger, et l'adversité. En effet, depuis plus de 10 ans, nous faisons face à une insécurité transportée et implantée dans notre espace sahélien. Cette insécurité pour laquelle l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour opposer une résistance farouche dans un premier temps avant d'inverser et reprendre l'initiative que nous avons conservée depuis lors. On écoute, hein? En effet, le résultat apparent aujourd'hui
sont le fruit d'un sacrifice énorme consenti par l'ensemble des forces de défense et de sécurité avec le soutien du peuple résilient de notre espace nigérien d'abord, ensuite confédéral. Je vais vous faire Au nom écouter. de tous ces martyrs, des FDS et des civils, nous prions, C'est ici, je voudrais qu'on écoute ça aussi. mais c'est une flagrante réalité. Rappelez-vous, à titre d'exemple, quand il s'est agi du retrait des forces françaises de notre territoire, le commandement français, à travers le commandement français, leur autorité politique, ont tenté de nous mettre la pression pour que le repli se fasse à travers un territoire voisin qui est le Bénin. Écoutez bien. Nous savons quelle est cette intention qui se cache derrière la volonté de se retirer au Bénin à un jeu de pierre de notre territoire. Nous avions dit que le retrait des troupes françaises se fera par le territoire tchadien, à travers une grande partie du territoire national, mais pour déboucher sur le territoire tchadien et se diriger là où ils voudront. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou, Écoutez bien. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvées sur le territoire béninois. Ok, je vais m'arrêter là. Ceci en dit long sur ce qui est en jeu. Ça en dit long sur ce que nous vivons au Mali en termes de terrorisme qui s'attaque aux camions-citernes. C'est ça mon objectif. Je vais revenir sur Ouattara, ne vous en faites pas. Je prends mon temps pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Bénin et Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui ont une façade maritime. C'est facile pour, regardez bien, pour la Côte d'Ivoire, d'envoyer un certain nombre d'équipements, puisque la Côte d'Ivoire fait comme une base. Avant, c'était le Tchad qui était, si vous voulez, la base la plus importante. D'ailleurs, même l'intervention française en 2012 au Mali, même si je n'étais pas en Afrique, les avions qui ont décollé du Tchad. C'est pas de la Côte d'Ivoire. Les avions ont décollé du Tchad pour intervenir au Mali. Alors que les avions auraient pu décoller directement du 43e Bima. Mais c'est parce que les avions dont ils avaient besoin pour cette opération étaient stationnés au Tchad, puisque le Tchad, sur son territoire, recevait enfin la plus grande base militaire. Ça, c'est un premier point. Donc, la Côte d'Ivoire a la possibilité, de par sa façade et la façade béninoise, de quitter ce point-ci pour aller dans ce point-là. Mais, et le général va en parler dans son discours. C'est un discours de 24, à peu près 25 minutes. On va pas faire tout passer. Mais la France a déployé des navires de guerre au Bénin, au motif que ce sont des exercices militaires. Mais alors, les Béninois devraient se poser cette question. Au moment où on organise la présidentielle pour que ce monsieur quitte le pouvoir, c'est à ce moment qu'on organise des exercices militaires. Pendant que l'armée béninoise est massacrée par les terroristes, c'est à ce moment-là qu'on prétend organiser des exercices militaires. Que les Béninois réfléchissent sérieusement sur ces deux étapes de choses. Maintenant, on revient en Côte d'Ivoire. Regardez bien la position de l'armée française en Côte d'Ivoire, qui a quitté le 43e Bima pour remonter vers le nord de la Côte d'Ivoire, pas le centre. Ils auraient pu se déployer à Bouaké puisqu'ils avaient une base à Bouaké. Mais pourquoi ils ne sont pas allés à Bouaké?
Pourquoi le 43e Pima ne s'est pas contenté de Bouaké? Pourquoi éparpiller des bases militaires sur le territoire ivoirien, particulièrement dans le nord? Bien malin celui qui pourra vous dire aujourd'hui le nombre exact de bases militaires clandestines en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup, dissimulées un peu partout. Ils sont forts dans ça, c'est leur travail. Donc, dans le nord, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que Ouattara rentre en jeu. Avec le soutien de l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire, avec le soutien de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Des soi-disant diplomates ukrainiens ne le sont pas. Ce sont des agents du renseignement ukrainien SBU. C'est eux. La plupart des drones aujourd'hui, quand on abat au Mali, les drones là viennent d'où? Les drones, quand vous regardez la composition des drones, c'est du matériel européen, américain, mais le montage est fait en Ukraine. Et l'Ukraine dit, tant que la Russie va nous appuyer, mais nous ne sommes pas le seul pays que la Russie appuie dans le monde. Nous ne sommes pas le seul pays. La Russie est en Syrie, la Russie est au Venezuela, la Russie est au Soudan, la Russie est en Libye. Pourquoi c'est le Mali? Pourquoi c'est l'AES? D'abord le Mali. Pourquoi? J'invite chacun à réfléchir à ce niveau. Pourquoi c'est nous? La Russie est présente. Donne-moi une seconde. Je vais vous amener à comprendre tout de suite pourquoi ils sont ici. Je vous amène ici. Je vais vous amener tout de suite à comprendre. On va revenir à Pluchéric Balé. Je vous ramène ici. Je vous ramène ici, où ça y est, où Africop. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. On va remonter rapidement. Voilà, on est déjà là. Voilà, ça est là. C'est ça. On va écouter ça. On va écouter. Nous sommes à Bamako, la capitale malienne chez l'Africa Corps, une structure créée auprès du ministère russe de la Défense qui aide les femmes, les forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et défendre les intérêts nationaux du pays. Ok. Ça, c'est un reportage d'une des télés russes. Ils sont venus au Mali. C'est bon qu'on le sache. C'est bon que le monde le voit. Effectivement, ils sont là. Ils sont là en termes de coopérants. Ils sont là en termes de... dans le partenariat que nous avons signé. Il n'y a pas de honte. Alors, attendez. Est-ce que tout l'OTAN n'est pas en Ukraine aujourd'hui? Y compris les Américains eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne sont pas en Ukraine? Ils sont en Ukraine. Merci. Même l'Iran. Est-ce que la Russie n'est pas en Iran, qui a une puissance militaire? Est-ce que la Russie, dans combien de pays se trouve la Russie aujourd'hui? Est-ce que c'est un crime qu'il soit chez nous? Pas du tout. Nous, on a un contrat avec la Russie. L'utilisation de la technologie militaire russe et ensuite ce qu'on a appelé le transfert des technologies. C'est-à-dire, le Mali même a commencé, puisqu'il y a un salon, actuellement, le Mali a commencé à concevoir un certain nombre de choses avec la supervision, avec le transfert de la technologie. C'est pas seulement avec la Russie, la Chine est dedans, la Turquie est dedans. Donc, tous les partenariats que nous sommes en train de signer en termes de développement des capacités militaires, à long terme, c'est de bénéficier de ces technologies-là, puisqu'il y a des jeunes gens aussi qui sont en train d'être formés à cette technologie. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Mais alors, pourquoi aujourd'hui Africacom a décidé de montrer son visage à plein jour? C'est parce que l'Ukraine est certaine. L'Union européenne est certaine. L'OTAN est certaine. Les Américains, puis la guerre face à la Russie, ne vont pas la gagner. D'ailleurs, ils ont déjà perdu cette ville clé-là. Pourquoi est-ce que vous entendez beaucoup sur les news? Ils ont déjà perdu. Je vous ai montré la dernière fois comment ils vont enlever les gens chez eux pour aller sur le front. Et comment les gens sont en train de se rendre massivement à l'armée russe. La guerre est finie. Mais si la guerre finit en Ukraine, il faut allumer une brèche dans le Sahel. Donc, puisque l'Ukraine ne peut pas nous déclarer la guerre, l'Ukraine avec la complicité d'Alassane Ouattara, la complicité de la France, de l'Algérie, de la Mauritanie,
Ils veulent s'associer, mais je voudrais dire aux Marocains, si vous pensez que la guerre avec le Sahara occidental, que c'est fini, le Maroc se trompe. Je voudrais que mon intervention arrive chez les Marocains. Vous vous trompez. Parce que l'Algérie regarde d'abord ce que son implication avec l'Ukraine pourra produire comme effet sur le théâtre des opérations ici au Mali. Et en fonction peut-être de son appréciation, l'Algérie va relancer ses actions en soutenant le mouvement de la rébellion dans le Sahara occidental face au Maroc. Et le Maroc, j'espère que le Maroc le sait très bien et j'espère que le Maroc se prépare à cela. Donc ce que nous disons, nous savons, nos autorités le savent très bien, ce qui fait que, par la grâce de Dieu, les équipements que nous achetons ces temps-ci, ce n'est pas des petits équipements pour dire seulement ce sont des... Parce qu'à un moment donné, on va sortir de la complaisance. Et tous les terroristes seront envoyés au repos éternel. Peu importe, vous attaquez, vous allez dans un pays voisin, on va larguer un missile là-bas. S'ils veulent attaquer, nous allons attaquer. Donc voilà le rôle de la Côte d'Ivoire avec les États-Unis et la France. D'abord, ils ont essayé de salir le Mali. Ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter. Et la télévision 1000 collines du Rwanda en Côte d'Ivoire, NCI, avec ce bâtard d'Ali Diarasuba, et cette époque-là, Adjoukuru, cette dentirée là de Live TV, c'est eux qui font des émissions pour dire, ah, le Mali n'est plus sûr, on a pris Bamako, c'est fini, les gens sont en train de fuir du Mali. Mais nous, on est là, on n'a pas fui, on n'est pas quelque part. Vous entendez des coups de fusil ici. Quand vous me regardez là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est paniqué? Quand vous me regardez, est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de quelque chose? Non. Mais pendant qu'ils disent que nous, on a encerclé, la Turquie vient et il y a un salon de l'armement qui est ouvert au Mali pour 4 jours. Où les armes de dernière génération sont en train d'être présentées. Les pays qui étaient intéressés sont là. Tous les pays de l'AIE sont présents avec certains pays africains qui sont venus voir ce que la Turquie propose comme armement. Et la convention que nous avons avec la Turquie, dont le but est le transfert de la technologie avec la Russie. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas honte de dire ça, de regarder ça. Après avoir récemment célébré son 2e anniversaire, l'Africa Corps se présente dans plusieurs pays africains, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée équatoriale et aussi au Proche-Orient. Vous avez entendu Guinée équatoriale. Pourquoi l'Ukraine ne va pas attaquer la Guinée équatoriale? Si c'est pour attaquer la Russie, pourquoi c'est le Mali qui est visé? Pourquoi l'Ukraine n'est pas impliquée dans les autres pays de l'AES, ni en Guinée équatoriale, ni en Libye, ni au Soudan, ni en Syrie? Mais pourquoi c'est le Mali? Avec le soutien des rejetons, des ratés, des enfants de capotes percées, qui au passage peut-être sont appelés Maliens. Je ne sais même pas si c'est des êtres humains. C'est eux là qui... Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Vous savez, quand on était jeunes, on a tous commis des erreurs, on est tous passés par là. À un moment, on avait les oreilles dures. Le papa n'est pas d'accord avec nous, on jouait un peu les durs, tout, parce qu'on était jeunes, on croyait tout connaître. Moi, je me rappelle, il y a eu un petit temps où mon vieux qui voulait me redresser, mais c'est après quelques années, c'est aux États-Unis que j'ai compris qu'il avait à 100% raison. Mais à l'époque, je me disais que bon, il fallait amener mon père à être d'accord avec ma position. Mais lui, il voyait très bien, il savait très bien. Mais pendant que j'essayais de faire comprendre à mon père que vraiment qu'il accepte ça et ça et ça, mais je ne me suis jamais emporté contre mon père. Je n'ai jamais tourné mon dos à mon père et j'étais toujours là quand il avait besoin de moi. Malgré il y avait un petit froid, il n'était pas d'accord parce que le choix que j'avais fait, c'était pas son choix. Il voulait rien m'imposer, mais il me disait que ce que je fais là, je vais le regretter. Mais je lui ai dit, il faut me laisser apprendre de mon erreur.
Mais malgré ce petit temps-là, je n'ai jamais tourné mon dos à mon papa. Il faut être un enfant bâtard pour tourner son dos à la maison de son père. Et moi, je n'ai jamais tourné le dos. Moi, je me rappelle un jour, j'arrive à la maison, et puis je vois des gens, ils sont en train de, j'ai vu, il y a un gars et son fils qui sont venus insulter mon papa. Et j'ai dit, mais pourquoi vous me permettez de faire ça? Je n'ai rien dit. Je les ai vus, ils ont commencé à crier. Mon père était assis, lui et son fils, ils parlaient. Je les ai regardés jusqu'à, j'ai dit, attendez-moi, j'arrive. Je rentre et puis je cours. Je prends mon portable et puis j'appelle mon ami. Commissaire. J'ai dit, tu es au commissariat? Il dit, petit, pardon, arrête, je suis pas au commissariat, mais tu veux quoi? Je dis, est-ce que je peux avoir 2 éléments? Il dit, à quoi? Il dit, non. Il y a des gens qui me font le malin chez nous, là, parce qu'ils pensent que peut-être que mon bien est seul, ses enfants, ils sont tous partis, donc ils veulent faire le malin, alors que moi, j'étais à côté. Il dit, ah bon, mon petit, c'est ce qu'ils ont fait? Il dit, oui. Je n'ai pas dit le nom du commissaire. Il dit, ah bon, il dit, quand tu arrives au commissariat, avant que tu arrives, je donne les autres. J'arrive, il m'a donné 2 éléments. Je suis allé chez le gars, il est en train de prendre abolition avec son fils. J'ai dit aux policiers, les deux là, devant leurs femmes, leurs enfants, tout le monde, on les a mélotés, on les a mis dans la voiture, on allait les jeter dans le violon. Mais, ce jour-là, le quartier s'est arrêté sur un seul pied. Mais il y a quelqu'un qui a dit à mon papa, c'est après qu'on m'a expliqué ça. Mais ils ont dit, Gaouzoulou là, c'est qui? Il dit, c'est mon fils. Il dit, c'est ton fils qui est là, il a dit oui. Parce que c'est important. Peu importe ce que vous pouvez avoir avec la famille, mais jamais ne tournez le dos à la famille. Les bâtards qui vont s'asseoir chez les gens et puis ils attaquent le Mali. Priez Dieu que vous ne mourrez pas. Vous qui gâtez le nom du Mali parce que vous n'êtes pas d'accord avec Assimi Goïta, mais le mal que vous souhaitez au Mali, vos parents vont payer ça parce qu'ils sont au Mali. Il faut être assez bête pour faire ce genre de choses. Moi, je n'ai jamais tourné le dos. Et ce jour-là, quand le monsieur a posé la question, d'après ce qu'on m'a rapporté après, on m'a dit que mon père, il a eu les yeux, ses yeux étaient remplis de larmes, d'émotions. Il était tellement heureux de savoir ce que je venais de faire pour lui. Parce que je venais de le rehausser. Je venais de le mettre là où personne n'a le pouvoir d'aller le toucher là-bas. Je dis, s'il y a un garçon dans le quartier, rentrez chez nous encore. Je vous enferme tous. Et c'est le dernier message que depuis ce jour-là, personne n'a osé s'arrêter devant m'occuper par la main. Mais quand vous, les bâtards que vous êtes, vous dites que vous êtes Maliens, et puis c'est vous qui allez vous asseoir dans les plateaux sur les plateaux de télévision, et c'est vous qui dénigrez le Mali bâtard que vous êtes, avec des costumes minables qui ne valent absolument rien, avec des chaussures que vous avez portées, les talons qui sont finis tordus, des chaussettes percées, des calbas percés, des vauriens, des lâches, des ratés, des pervers comme vous. Vous êtes qui pour attaquer le Mali? Vous croyez que vous faites du tort au Mali? Tous vos enfants, jusqu'à la dernière génération, ou bébé que Fouaridé, on ne s'attaque jamais à son pays. Bête que vous êtes. Regardez les Français, comment ils font ça. Vous allez dans le pays des gens, regardez comment ils traitent leur pays. Regardez les Américains, ils ne sont pas d'accord avec Donald Trump, mais ils se battent pour leur pays. Est-ce qu'ils invitent des gens pour venir détruire l'Amérique? Il faut être un maudit africain pour faire ça. Et c'est vous qui faites ça. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas des enfants ratés. Nous ne sommes pas des enfants maudits. Tous, venez contre moi seul. Wallahi billah, par la grâce de Dieu, mais c'est Ndaoubek Kilikan. Pas un seul parmi vous peut me faire quelque chose. Parce que j'ai la baraka de mes parents et j'ai l'accompagnement de l'éternel Allah. Il faut être bête pour faire ça. Vous êtes qui même? Vous attaquez votre propre pays et vous croyez que vos parents sont cachés? Quand vous souhaitez le mal au Mali, là, Dieu s'arrange dans sa bonté pour que le mal frappe votre famille. Et à quel âge tu dis, ce que tu as fait, tu as oublié? À quel âge tu dis, comment? Ne faites pas ça. Ne soyez pas d'accord avec Assimi. Je ne suis pas d'accord avec Assimi sur tout. Tout à l'heure, je parlais du ministre de la Communication. Je ne suis pas d'accord sur tout, même avec le Premier ministre. Mais j'ai une façon à moi de lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Et puis c'est vous qui allez vous asseoir, le Mali encerclé. C'est vos cours-là qui sont encerclés. C'est vos parents qui sont encerclés dans la dé que vous êtes. Si terroriste à garçon, il banne comme Tamaroba, il n'a qu'à venir. On l'attend ici au tournant.
Au passage, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de cette jeune malienne qui a été massacrée par les terroristes, si c'est quelque chose dans le nord, parce que, tout simplement, ça c'est femme, hein. Ça c'est une plusurique balai au Mali. Celle qui a été tuée, malgré qu'elle était menacée, sa vie était menacée, elle n'a pas quitté là où elle était. Elle est restée, elle a continué à faire la promotion des forces armées du Mali. Elle a continué à valoriser son pays jusqu'à ce que elles soient enlevées pour être assassinées. Mais vous allez vous asseoir chez les gens et puis vous attaquez le Mali. J'ai honte pour vous. Que notre sœur repose en paix, que Dieu lui accorde son pardon. Et aussi, merci infiniment à Pleshurim Bali pour ce qu'elle est en train de faire. Ce combat n'est pas inutile. Quand on fait ce combat, ça prend du temps. Mais ne croyez pas que c'est un combat inutile. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le résultat sera le même. La chute inévitable de ce dictateur, tyran, criminel et terroriste, Dramane Ouattara. Ça, c'est clair. C'est pas fini. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, il y a un autre élément que je voudrais vous faire regarder aussi, pour vous amener à comprendre ce qui est en jeu, parce que nous, ce que nous faisons, nous prions Dieu que les choses s'arrangent pour nous tous, et par la grâce de Dieu, les choses vont s'arranger pour nous. Je voudrais aussi remercier infiniment le président du Faso, mon frère et président Ibrahim, qui est en train de transformer les mendiants en des acteurs du développement. Tous les mendiants dans les rues de Ouagadougou, Bobo Dioulasso sont interpellés et on les met avec ceux qui placent les pavés là. Ils vont travailler, ils seront payés comme tout le monde. Quand ils vont finir de poser les pavés, ils auront appris quelque chose. La mendicité vont arrêter. C'est ce qui fait que Ibrahim est un homme exceptionnel. C'est un président de grande qualité. Laissez les bâtards là, je vous en prie. Il y a ma chérie qui dit faut pas insulter, elle vient de m'envoyer un petit bisou tout à l'heure là. Laissez cela. Laissez cela. Vous savez, moi ce qui me plaît dans ce que je fais, chaque jour quand je sors par la grâce de Dieu, je sors avec une puissance lumineuse. Je sors avec une gloire. Je sors avec une grâce. Je sors avec un éclat que personne au monde ne peut vous donner si ce n'est pas Dieu lui-même. Et il le donne qu'à ses serviteurs. Donc tous ces petits ratés, ces bâtards autant qu'ils sont, excuse-moi ma chérie, mais c'est le mot qui me vient à la tête. Est-ce que vous pouvez m'arriver à la cheville? En ce moment, il n'y a pas courant au Mali, non? Ils ont coupé. Mais regardez la qualité. L'argent la sort où? Il y a beaucoup de bâtards que vous, c'est vos parents qui me donnent l'argent. Imbécile que vous êtes. Mais je suis là. Tous les jours, je sors si je veux. 24 sur 24, ma famille ne connaît pas de délestage. J'ai les 3 systèmes. J'ai l'énergie, j'ai les panneaux solaires, qui sont les panneaux qui marchent actuellement, et puis j'ai mes groupes qui sont là. Bâtard que tu es de toute ta vie de merde, tu as fait quoi pour ta famille? Tu as réalisé quoi pour ta famille? Mon nom est cité dans ma famille pour ce que je fais. Aussi bien à Abidjan qu'ici. Toi, tu fais quoi? Qui te connaît? Il y a mon côté que tu es. On continue. Alors, merci, on dit infiniment merci à Nathalie. Ouattara, ce qui est certain, Ouattara va tomber. Nous, on a cette certitude absolue. Moi, je n'ai même pas peur, mais je ne vous dirai pas, comme je le dis souvent, je ne sais pas quand et comment. Mais il va tomber. Moi, c'est cette fois, c'est pas aujourd'hui que je dis que Ouattara va tomber. Rappelez-vous. Ça, c'est depuis les affaires de 2015-2016, j'ai dit qu'il va tomber. Ça fait plus de 10 ans que je dis ça, non? Mais si tu n'as pas la foi et puis tu crois pas là, tu peux pas dire la même chose. Sinon, demain, tu t'as dit, ah. Donc, imaginez que Eli Pada ait commencé à dire ça depuis 2010. Mais qui va l'écouter aujourd'hui? Même ses pauvres fidèles vont fuir son église. Mais je suis là. Moi, je fuis pas, je suis là.
D'accord? Alors, parce que nous travaillons avec l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre les choses et qui nous permet d'arriver à un niveau de réflexion qui dit avec Dieu, Dieu prend son temps. Je vous ai toujours dit, si vous croyez que demain Dieu va frapper, Ouattara va tomber, il dit c'est pas comme ça. Dieu va, parce que la manière dont Dieu va frapper Ouattara va surprendre le monde. Parce que Dieu va passer par tellement de voix, de personnes pour interpeller, il n'écoutera pas. Il n'acceptera pas. Il va refuser, comme Pharaon l'a fait. Parce que Dieu sait le bâton qu'il veut utiliser. Et donc Dieu pouvait faire ça toutes ces années, donc Dieu est vraiment bon. Donc s'il n'a rien fait tout ce temps, jusqu'à ce maintenant, dites-vous que c'est parce qu'il veut donner encore le temps au petit là. Parce qu'il va le frapper et ce ne sera pas joli à voir. Ils vont le frapper, ce ne sera pas joli à voir. Il va le frapper, ce ne sera pas joli à voir. Moi je le dis. Et peut-être que l'image d'Ali Bongo que vous avez vue, Ouattara va pas bénéficier de ça. L'image de Ibrahim Baka Keïta, Ouattara va pas bénéficier. C'est-à-dire que Ouattara n'aura pas le temps de négocier ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses parents. Parce que Ouattara a mis le pays à un tel niveau de la gabegie, du vol, de la corruption, de la dépravation des mœurs au plus haut niveau de l'État même. Sa nièce, secrétaire générale de la présidence. Quand Bruno Nabané a goûté, là, elle dit, si tu as goûté, tu vas plus. Tu goûtes, tu restes. Il dit, oui, je goûte et puis je reste. Il a goûté, elle dit, bon, tu as goûté maintenant, là, ta femme, là, il faut la libérer. Moi, je rentre à sa place. Il a divorcé sa femme et puis il a marié la petite fille. C'est ce qu'il a fait. Mais, elle a été claire à lui, tant que mon papa est au pouvoir, là, enfant, on fait pas. Depuis elle a brûlé Nabana, vous avez entendu qu'elle a eu enfant? Ça fait plus de 10 ans, mais combien de temps? Et Bruno Nabané, il était, je crois qu'il était au Canada, ou bien dans quel pays? Bruno Nabané était, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc, il était d'abord poste télécommunication, quelque chose comme ça, la Bruno Nabané. C'est ce qu'il faisait avant. Mais c'est quand il a goûté au flux défendu de la nièce secrétaire générale du président, il est monté un touche. Et c'est dans son ministère, il y a plus de corruption que vous ne pouvez imaginer en Côte d'Ivoire. Mais ça peut pas aller quelque part parce que c'est le beau-fils du président lui-même. Les autres là, vous les connaissez. Celles qui faisaient, vous les connaissez. J'ai pas envie de rentrer dans leur vie privée. Mais tous ceux qui ont goûté là, c'est fini, ils ont laissé et puis il y a un seul qui a goûté et puis il voulait pas, il dit je peux pas laisser ma femme. Et c'est la petite là qui l'a renvoyé, c'est Cissé, c'est ça? Le Cissé, le petit Cissé là. Il y avait un Cissé là, voilà. Et il a goûté à la go dit il faut divorcer, il dit il divorce pas. Donc il goûtait à la petite chaque fois. Et puis il ne veut pas divorcer, ils ont préparé un piège, il est tombé dedans. Dans cette débâcle sexuelle, ils ont envoyé la vidéo à Ouattara. Abdraman Cissé, merci. Je crois qu'il est à Londres maintenant. Dès qu'il était intelligent, avant qu'on annule son passeport diplomatique, on mette la vie là. Quand on l'a quitté, on l'a débarqué, donc rapidement, incognito, il a fui, il est parti rejoindre sa famille en Angleterre. C'est là-bas je crois qu'il a trouvé un poste là-bas. Afin de Côte d'Ivoire, il a oublié. Les gens ont fait tout pour le blaguer et toutes les propositions. Il sait que s'il vient en Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui. Donc il est caché là-bas, il a enlevé sa bouche en politique. Parce que lui, il voulait pas, en même temps, ils l'ont piégé. Ils l'ont piégé avec des petites filles, là, et puis bon, ils ont envoyé la vidéo à Ouattara. Je sais pas si Ouattara était aux Émirats Arabes Unis ou quelque part là, et puis c'est la petite là qui a destitué le gars. Donc voilà, Ouattara, vous êtes libre de croire au RHDP. Vous êtes libre de croire qu'ils sont là. Actuellement, cette débat sur l'affaire de Libanais. Bon, ça c'est votre problème. Je voudrais dire aux Ivoiriens, pour faire tomber un président comme Ouattara, c'est pas avec l'émotion. Je vais être clair avec vous, ce n'est pas avec l'émotion.
Ne le faites pas avec l'émotion. Et puis Chérif Balé a dit quelque chose qui m'a marqué. Je voudrais partager ça avec vous. Quelque chose que j'ai dit chaque fois que cela était nécessaire. Je le disais. Et donne-moi une seconde. Je crois que c'est d'autres ça, si je ne me trompe pas. Dans les marches, Ouais, c'est ça. dans les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre. On prend nos manifestants là. Aux familles même, on va visiter maintenant. Okay. Vous en prenez aux familles des autres au lieu de les protéger. Partout dans les villes, on sait qui habite où. On va régler ça comme ça. Vous vous rappelez que j'aime bien quand on reprend souvent certains slogans de Keïta, j'aime bien ça. J'ai dit aux forces de l'ordre, on vous connaît. On sait où vous habitez. Vous tapez les gens. Ils vont aller aussi taper chez vous. Mais ce qui est intéressant aussi, il semble que ceux qui sont au pouvoir, ils ont compris. Donc, ils amènent des gens sur le terrain que vous avez du mal à reconnaître. Des gens qui ne sont même pas de la localité. Mais peu importe qu'ils soient de la localité ou pas, c'est pas s'ils viennent là, arrangez-vous pour dénoncer. Ne vous faites pas voir et dénoncer, mais si vous... Parce que ils vont, quand ces gens-là viennent là, ceux qui vont réprimer violemment là, on va les infiltrer au milieu entre vous là-bas. Vous acceptez ça. Vous savez que vous n'avez pas prêté serment pour ça. Mais si vous vous taisez et qu'on vous a vu, que vous ayez participé ou pas, vous étiez dans le lot. Les gens vous ont repéré. Mais ce que moi je vous dis, préparez-vous. Tôt ou tard, Ouattara va tomber. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens sont prêts pour faire tomber Ouattara? C'est la question que chaque Ivoirien devrait se poser. Enfin, ceux qui sont intéressés. Parce que visiblement, il y a des gens qui le soutiennent. Mais il ne fait même pas aussi l'unanimité parce que on a vu une vidéo qui a fuité où Cissé Ibrahim Bakongo dit qu'ils n'ont même pas pu enregistrer 1 million. Comment vous dites ça? 1 million de quoi? De membres, c'est ça? Oui. Ils n'ont même pas pu enregistrer 1 million de membres. Et j'ai été surpris avec le petit Niba là, qui est au Canada. On a regardé dans certaines localités où le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas tout. Le nombre de voix obtenues par Ouattara est supérieur au nombre de votants et supérieur au nombre d'inscrits. Hey! Et puis les Américains ont félicité Ouattara dans ça. Et puis le Conseil constitutionnel a validé ça. La question que chaque Ivoirien... Les Ivoiriens ont peut-être peur. Vous allez vous retrouver, je ne sais pas si c'est dans le livre des nombres. C'est ça, oui. Prenez le livre des nombres, du premier chapitre au dernier chapitre, lisez. Ça y est aussi, je ne sais pas c'est à quel niveau du Coran, mais ça y est là-bas aussi. Quand Dieu a demandé au prophète Moussa de dire au peuple d'aller, je crois que c'était les Philistins, si je ne me trompe pas. Ils ont dit, ah, ils sont trop gaillards. On ne peut pas. Dieu dit, il faut leur dire de partir. Moi, j'ai déjà préparé la victoire. Il dit, ah, tiens, non, on ne peut pas déceler, ils sont trop gaillards. Ils sont trop gaillards. D'abord aussi, donc, Coco dit, d'abord, ok. Et puis, Moïse dit, vous dites qu'on dit, on ne peut pas. Donc, Ivoirien, moi, je voudrais que vous reteniez ceci. Personne ne va vous dire d'aller contre Ouattara. À vous de décider si vous voulez. Parce que, au moins, je peux dire quelque chose que je n'inscris pas cela dans une prophétie. Vous pouvez appeler ça prophétie comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui m'a été inspiré. Je vais vous le dire. Moi, je suis pas prophète. Voilà pourquoi je parle pas de prophétie. Ce mandat de Ouattara, Dieu va démontrer aux Ivoiriens d'abord que ce mandat-là, c'est le mandat de trop et que ce mandat-là, il a rejeté. Mais Keïta, comment Dieu va faire ça? Les Ivoiriens vont connaître. Ah, j'ai pas envie de dire ça, c'est pas vrai. J'ai pas envie de dire ça. Les Ivoiriens vont connaître des temps difficiles. Je répète. Waouh.
Ah. Insultez-moi, injurez-moi, je m'en fous. Mais les Ivoiriens vont connaître des temps difficiles et extrêmement difficiles. Je ne parlerai pas de famine, non. Ce que vous avez connu jusque-là n'est rien à côté de ce que vous allez vivre avec ce 4e mandat. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ma voix que vous entendez, mais c'est pas moi. Insultez-moi, je m'en fous. Je répète, ce 4e mandat, c'est un mandat qui est maudit d'avance. Toutes les promesses de Ouattara, tout ce qu'il a dit, rien ne sera réalisé. Rien. Pire, ce sera un moment difficile, extrêmement difficile pour tous les Ivoiriens. Ce sera un moment compliqué, un moment difficile. Je ne parle pas des enlèvements, il y en aura. Je ne parle pas des encagoulés, il y en aura. Mais je parle de la situation de précarité. La Côte d'Ivoire sera mise sur le banc des accusés. Mais qui accuse la Côte d'Ivoire? C'est l'Éternel lui-même qui mettra la Côte d'Ivoire sur le banc des accusés. C'est par là, ce sont des signes. Parce que beaucoup attendent un signal de Laurent Gbagbo. Non, 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 je vous ai dit une fois que Dieu fera ce combat. Donc, il y a des signes qui ne vont pas tromper. Il va arriver. Dieu n'a rien contre les Ivoiriens. Je vais expliquer ça bien pour ne pas que ce soit une confusion. Mon frère Eli peut-être n'a pas bien expliqué, ce qui fait que les gens disent leurs bêtises. Mais je voudrais dire ceci pour que ce soit clair. Si un pasteur dit de ce nom, je m'en fous. Quelqu'un qui s'appelle prophète, si tu es sûr que tu es prophète, si tu ne sors pas pour dire ce que je dis est faux, là, que Dieu te maudisse à jamais. Je m'en fous que tu sois imam, je m'en fous que tu sois prédicateur. Si tu es garçon, il faut dire que ce que j'ai dit est faux, c'est tout ce que je souhaite. Mais prie que ce soit faux vraiment. Parce que sinon Dieu va t'humilier. Pourquoi la Côte d'Ivoire sera sur le banc des accusés? Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui sont en faute. Certains sont en faute. Et Dieu sait que les Ivoiriens ont un problème de leadership. Dieu sait que les Ivoiriens veulent voir Laurent Gbagbo donner l'ordre, Soro Guillaume donner l'ordre. Alors que Dieu s'appuie sur Plucheret Galé, qui est une voix, mais pas au niveau de Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume, d'Afinguessan et autres. Donc, pour que les Ivoiriens eux-mêmes rentrent dans la danse, pour que le jour où Plucheret va dire, sortez là, les rues sont bourrées là, il va falloir, Dieu va frapper d'abord les difficultés. C'est pas, je ne vous parle pas de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas ce que je vous dis. J'ai dit, les jours qui viennent seront difficiles, les semaines qui viennent seront difficiles, extrêmement difficiles. Et c'est en fonction de ça que chaque Ivoirien va s'armer à son niveau. Quand je dis armé, je n'ai pas dit bâton, je n'ai pas dit fusil, je n'ai pas dit machette. C'est-à-dire prendre son courage de 2 mains et dire on va sortir. Parce que jusque-là, on a l'impression que c'est Gbagbo qui leur a dit il y a problème, sortez. Mais eux-mêmes là, Dieu va frapper pour que l'Ivoirien lui-même n'ait même pas besoin de Laurent Gbagbo. Il va s'élever, et puis ils vont sortir contre Ouattara. Quand je parle, je ne m'en vante pas. Quand je parle, je ne m'en réjouis pas. Mais ce sera inévitable. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est inévitable. C'est cette situation difficile qui va pousser les Ivoiriens, comme les Népalais, comme les Malgaches, comme les Tanzaniens, c'est un peu élection. Parce que quand c'est élection, une fois que les gens collent 1 ou 2 fois, les gens sont calmes. Au Cameroun, vous voyez, c'est un peu le calme avant la tempête. Mais il faut que la situation sociale même pousse les gens à sortir. Dès qu'ils sortent, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est ce que Dieu va faire avec la Côte d'Ivoire. Il va frapper dur. Ouattara ne pourra rien.
Les caisses sont vides et je veux le dire déjà. Les caisses sont vides. Ils vont venir encore. Eux-mêmes, ils vont se piéger parce que Ouattara va tabler, il va capitaliser sur sa victoire là et puis commencer à imposer des choses aux Ivoiriens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il va capitaliser sur le mensonge d'élection, la mascarade de victoire là. Il va tabler sur ça. Il va capitaliser là-dessus et puis imposer, demander à son premier ministre d'imposer. Et pendant ce temps, pendant qu'ils vont imposer des décisions impopulaires, il y aura un remous au niveau du sommet de l'État. Donc, ils vont créer une situation pour focaliser le peuple et puis essayer de planifier la succession familiale au sein de la présidence. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Bon, c'est Dieu le seul qui permet de comprendre ce genre de choses-là. Moi, je vous ai dit tel que ça vient dans ma tête. J'ai pas bic, j'ai pas cahier, j'ai pas feuille, je prépare rien. Je répète, les Ivoiriens vont vivre un moment difficile, très difficile. Et le terroriste président va profiter pour prendre des décisions impopulaires, mais ces décisions impopulaires, c'est le Premier ministre qui sera utilisé. Parce qu'il va suffisamment utiliser le Premier ministre pour salir son image. C'est Bakongo, son image a été suffisamment salie. Tous ceux qui peuvent être une menace pour son fils, il va les mettre au devant avec des décisions impopulaires pour salir leur image. Et pendant que les Ivoiriens seront focalisés sur des débats inutiles, Live TV, NCI, la petite fille à Djoukoulo, elle s'est d'en tirer là, et puis l'idiot de Tchabasouba, mais quoi là. Lui, il va commencer à faire le ménage au niveau du sommet de l'État pour placer son fils à du terrain. Mais ça, ce sont les calculs que lui, il a fait. Et ce sont ces calculs-là qui vont le faire tomber. Ce sont ces calculs-là que Dieu va utiliser contre lui. Lui, il croit que toutes les planifications qu'il a faites, c'est infaillible. Jusque-là, tout a marché comme il a prévu. Mais jusque-là, nous savons aussi que la main de l'Éternel est en train d'agir. Nous savons que c'est pas une élection à laquelle on a assisté. Mais pourquoi les Américains ont soutenu? Parce que les Américains ont besoin d'avoir une ascendance sur la Russie. Et tout le monde sait que là où se trouve la Russie, l'Union européenne, l'OTAN, et vous avez vu que l'OTAN a envoyé un communiqué au niveau de l'Union africaine pour menacer les pays de l'AES. Vous avez vu tout ça? Mais l'OTAN, qui a empêché l'OTAN de rentrer dans le Sahel? Je vais me vanter avec le nom de Dieu. Je vais me vanter avec la bénédiction de mes parents. Je vais me vanter avec l'intelligence que Dieu m'a. Je suis le seul au début. Quand Jean-Claude Brou avait signé avec l'OTAN, en ce moment, nous n'avions pas encore quitté l'OTAN. Et nous n'avions pas encore quitté la CEDEAO. J'étais le seul. C'est quelque chose qu'ils avaient signé. On dirait que Dieu m'a permis de voir ça. Mais personne, apparemment, n'avait vu, puisque personne n'en a parlé. Et c'est quand je suis sorti que tout le monde a commencé à parler. Et là, l'OTAN a disparu. L'OTAN est revenu un an plus tard, avant la chute de Bazoum. L'OTAN est revenu. Ils sont même allés à l'Assemblée parlementaire de Niger pour aller ratifier. Et là, c'était avec le G5 Sahel. Toi, tu es qui même? Tu me demandes, toi, tu es peut-être... Non, attendez, il y a un bâtard qui est là, bâtard Simplice Niaouré, il y a des petits gardiens devant les portes des gens qui travaillent aux États-Unis. Bâtard que tu es, quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui a été rapatrié, imbécile que tu sois. Tu allais fouiller dans les documents de, comment on appelle ça, du département d'État, et puis on t'a dit qu'on a rapatrié Keïta, Nyamoko, des bâtards que tu es. Imbécile. Nyamore de mon cul, ouais, imbécile. Sors de mon direct, la bâtard que tu es. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette merde là ici. Là. Donc, je répète ce que je dis. Tu me poses question, pourquoi j'ai quitté les États-Unis? Imbécile, ça te regarde? Nyamoko D, c'est tes parents qui m'ont envoyé là-bas? Bâtard que tu es.
États-Unis, si c'est la maison de ton père et de ta mère, c'est ton problème. Non, 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 je vais m'occuper de ça. Ah, non, 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 la vie, Zoé, attends. Toi, tu vois les États-Unis comme la fin du monde. Bâtard qui est fils de pauvre. Ça, c'est pour toi. C'est les enfants de pauvres qui vont rester là-bas. J'ai pas besoin de rester là-bas. Je suis né dans l'argent. J'ai dit ça toujours. Mon père était millionnaire. Tu crois que je suis allé pour rester aux États-Unis? Imbécile que tu sois. Ta conception des États-Unis, c'est la même conception que j'ai. Maudit que tu es. Ce que je gagne ici, la bâtard que tu es, tu peux gagner aux États-Unis? Hein? Ce que je gagne ici, tu peux gagner aux États-Unis? Si tu travailles pas comme un chien, tu peux avoir ce que moi je gagne ici? Bâtard que tu es. Faut venir me poser encore la question des États-Unis. Imbécile. Je vais rentrer là où tu crois pas. Alors, je répète. Mais moi, un idiot comme ça, pourquoi tu as quitté les États-Unis? Imbécile. On t'a dit que les États-Unis, c'est la fin de ma vie qui est là-bas. Si vous pensez que l'Amérique, c'est la fin de votre vie, c'est vous que ça regarde. Idiot que tu es. Les États-Unis, c'est pas mon terminal. J'ai dit aux gens ici, le jour, quand je suis descendu de l'avion, à JFK, j'ai dit, Dieu, moi, je vais pas rester ici. Maximum 3 mois, je retourne chez moi. Bâtard, là, tu as venu me demander. 3 mois, j'ai fait plus de 10 ans là-bas. Et il y a mon dé, tu as venu me demander. On t'a dit que moi, je t'ai dit que je sais pas pour rester là-bas. C'est ce qu'on t'a dit? Tu t'es assis avec moi pour décider de combien de temps je dois aller aux États-Unis. Il y a mon dé. Viens me parler encore. Bâtard que tu es. C'est ta maman qui dit, c'est ta maman bâtard là qui est devenue comme ça. Donne-moi une seconde. Je vais enlever cette merde là ici, là. Alors, donc, on continue. Ce que nous disons, nous ne le disons pas parce que c'est ce que nous voulons. Nous le disons parce que nous pensons que Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa façon de faire les choses. Et la façon de Dieu de faire les choses, ce n'est pas notre façon à nous. La façon, je répète, la façon de Dieu de faire les choses c'est pas notre façon de faire les choses. On peut ne pas comprendre au départ, mais avec le temps, un jour, on peut se poser la question, donc c'était ainsi, donc c'était comme ça. On peut se poser ces multiples questions. Mais en réalité, Dieu prend son temps avec Ouattara. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a des imams égarés qui le soutiennent, qui prient pour lui. Et Dieu est clair dans sa parole, je ne fais pas le contraire de ce que je dis. Il y a des hommes d'église qui prient pour lui, il y a des hommes des mosquées qui prient pour lui. Dieu entend la voix de chacun, mais en même temps aussi, Dieu regarde la souffrance de son peuple. Mais à un moment donné, quand Dieu va décider de frapper, ce ne sera pas Ouattara lui seul qui sera frappé. Tous ceux qui voient la souffrance du peuple et qui tournent le regard seront tous frappés. Peu importe que vous soyez imam, prédicateur, pasteur, les noms que vous donnez, c'est votre problème, nous on s'en fout. Donc, Dieu regarde tout ça. C'est pourquoi souvent, les gens sont pressés. Les gens sont pressés, les gens sont mécontents. Pourquoi ça met du temps, ça met du temps. Je me rappelle, j'ai une amie, Maria, qui, en France, chaque fois, elle dit, quand on a l'occasion de poser, chaque fois, c'est ce qu'elle dit, mais il y a longtemps, tu dis ça, qu'il t'a mis rien ne change. Je dis, Dieu ne voit pas les choses comme toi. Il fait pas les choses comme toi. Il a sa façon à lui de faire les choses qui ne sont pas forcément la vision que toi tu as. Mais des gens comme Ouattara, c'est pas parce que nous disons que c'est des dictateurs qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Si vous pensez que Ouattara n'est pas conscient de ce qu'il fait, si vous pensez que Ouattara n'est pas inquiet de ce qu'il fait, et si vous pensez que Ouattara pense qu'il ne sera pas frappé, parce que quand tu demandes aux hommes de Dieu, là, peu importe, musulmans ou chrétiens, tu leur demandes de prier pour toi, là. Mais c'est parce que tu es conscient de quelque chose. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, en demandant à ces hommes-là de prier pour lui, c'est pour éviter qu'il ne soit humilié, mais parce que lui-même, il sait ce qu'il attend. Ouattara sait mieux que nous tous ce qu'il attend dans sa tombe. Ouattara sait très bien qu'il va en enfer.
Non, ne vous détrompez-vous, je vous jure au nom de Dieu, tu ne peux pas tuer comme ça, commettre le crime comme ça. Ouattara a décidé d'être dans le monde. Il a tourné son dos. Mais entre-temps, il sent aussi qu'il a besoin de cette faveur-là, de ces prières-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est... Donne-moi une seconde. S'il vous plaît. Alors, Ouattara sait très bien. Ouattara sait très bien. Je répète, Ouattara sait très bien que ce qu'il fait, il y a des conséquences. Ouattara sait très bien que ce qu'il fait n'est pas bon pour lui. Ouattara sait très bien qu'il va en enfer s'il meurt. Mais il veut aller avec un apparat, avec une image. Il veut aller dans sa tombe comme étant un président musulman. Il veut aller dans sa tombe comme étant un président qui... Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais rapidement gérer ça. Donc, Ouattara sait très bien ce qu'il fait. Ouattara sait très bien ce qu'il fait. Ouattara sait très bien ce qu'il fait. Donc, sinon, posez-vous la question, comment un président digne de ce nom peut demander à une partie de la population de s'attaquer à une autre partie de la population en appelant cette partie de la population des chiens? Pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Donc, c'est cette réalité qui est là. Cette réalité, c'est là. Donc, aujourd'hui, croire que Ouattara n'est pas conscient qu'il va brûler en enfer, vous vous trompez. Ouattara va brûler en enfer. Ouattara sait qu'il va brûler en enfer, mais Ouattara veut aller avec une image apparente. D'abord, il a toujours cherché à dépasser au fouet, à s'égaler et dépasser au fouet. Il veut faire croire que de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a été le meilleur président de tous les présidents que la Côte d'Ivoire ait connus, y compris Houphouët-Boigny. Sinon, à vouloir aller, cette longévité de 20 ans de pouvoir-là, Houphouët a fait 33 ans de pouvoir. Vous croyez que Ouattara ne maudit pas Dieu? Parce qu'il n'est pas certain, de finir ce pouvoir. Et même s'il le finit, il aura quoi? 20 ans de pouvoir. Donc, il nous faut encore 13 ans. L'homme qui est là, il peut faire encore 13 ans de pouvoir pour faire 33 ans avec Houphouët. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il recherche, c'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. C'est ça qu'il recherche, mais Dieu ne lui donnera pas satisfaction. Dieu ne lui donnera pas satisfaction. Il n'aura pas ça. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous voyez? Donc, donne-moi une seconde. Ça n'arrivera pas, c'est tout. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est ce qu'il veut, ça n'arrivera pas. Alors, une dernière fois, pour dire aux Ivoiriens que ce ne sera pas peut-être du tic au tac, que vous pensez peut-être que quand on va du sortir aujourd'hui puis demain, non, c'est des êtres humains. Ils vont prendre, c'est des êtres humains, ce ne sera pas facile. Les gens vont certainement encaisser des coups. Quand vous sortez, vous avez des gaz lacrymogènes, vous avez des matraques et par moment, vous avez aussi des armes blanches ou vous avez des armes à feu. Donc, tout peut arriver. Mais pour que l'Ivoirien lui-même n'attende pas l'ordre de quelqu'un, Dieu se chargera de booster le cœur des Ivoiriens en rendant le pouvoir criminel, terroriste de Ouattara plus dur, plus compliqué, plus difficile. C'est à cette seule condition que le peuple se soulève dans sa généralité contre un pouvoir.
lorsque les choses deviennent insoutenables. Et pour le moment, même si on dit que trop c'est trop, pour le moment, même si on dit que trop c'est trop, je répète, pour le moment, même si on dit que trop c'est trop, une chose est certaine, le pouvoir de Ouattara est fini. Même si on dit trop c'est trop, pour le moment, Ouattara n'a pas de problème. Même si on dit trop c'est trop, pour le moment, Ouattara estime qu'il n'y a rien. Vous avez entendu, il traite les gens qui disent trop c'est trop de chiens. Son fils a du terrain, les traite de quoi? De minorités qu'il faut gérer. Donc pour le moment là, pour Ouattara, il n'y a pas le feu à la maison. Et lui, il vient de dire à Dieu que le peuple ne souffre pas encore. Donc Dieu va endurcir plus le cœur de Ouattara pour que l'Ivoirien n'attende plus Laurent Gbagbo, pour que l'Ivoirien n'entende rien si ce n'est pas sa propre voix sortie pour mettre un terme à ce pouvoir. Et c'est ce qui sera fait parce que ce pouvoir-là, faites-moi confiance, Dieu va le frapper. Et quand Dieu va le frapper, ce sera fini. Et Dieu va le frapper de la belle manière, de la meilleure manière. Dieu va frapper ce pouvoir. Donc n'attendez pas que les choses soient, je ne sais pas comment vous le dire en petit français, même si Pluchéry parle aujourd'hui, elle a écouté, même si Pluchéry parle aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a beaucoup écouté, mais Pluchéry va dire aujourd'hui sortez, les gens vont s'arrêter devant les portes pour regarder qui sort, ou bien les gens vont aller sur le bord de la, route là, pour regarder qui sort. Mais dès que Gbagbo est sorti, vous voyez tout de suite que les voies sont inondées. C'est ça le problème de l'Ivoirien. Et Dieu, il a fait le constat lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire ça. Et Dieu saura ce qu'il faut faire pour faire sortir le peuple. Ce sera d'endurcir plus le cœur du pharaon, Ouattara, terroriste et criminel, l'endurcir pour qu'il fasse plus de tort aux Ivoiriens, à tel point que le peuple soumis, docile, devienne un lion réveillé, un volcan qui a beaucoup trop dormi. Et le jour que ce volcan se soulève, ça devient un tsunami qu'on ne peut plus arrêter. Donc, cette réalité est une réalité que nous devons, nous tous, comprendre parce que Ouattara va tomber. Ça, c'est une certitude absolue. Ouattara va tomber. Et la certitude, ce ne sera pas Gbagbo Laurent qui va dire, c'est pas Gbagbo Laurent qui va dire aux Ivoiriens, faites ceci, ne faites pas cela. Non, non, non. Gbagbo Laurent ne dira rien. Il appartiendra aux Ivoiriens. Gbagbo ne dira pas à quelqu'un de sortir. Gbagbo ne dira pas à quelqu'un de sortir. Mais chacun devra décider par lui-même. D'accord? Chacun devra décider par lui-même s'il veut, oui ou non, sortir ou ne pas sortir. Mais pour qu'on en arrive là, donc Dieu, il a sa façon de faire les choses. Et cette façon de Dieu de faire les choses, elle est intéressante. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donc, nous continuons de dire que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon Dramane Ouattara. Dieu va endurcir son cœur à tel point que les Ivoiriens vont sentir cette frustration de Ouattara. Les Ivoiriens vont sentir cette frustration et les Ivoiriens feront ce qu'il faut pour chasser Ouattara du pouvoir. Alors, pourquoi on en arrive là? Il faut que Ouattara, il faut que le criminel Ouattara devienne plus, il faut que le criminel Ouattara devienne encore plus criminel, plus assassin, plus déterminé. Il faut que ce président-là devienne insoutenable pour les Ivoiriens. Et faites-moi confiance, les Ivoiriens, quand ils en auront marre, ils n'auront pas besoin de Pluchéry Balé, ils n'auront pas besoin de Laurent Gbagbo, ils n'auront pas besoin de Soro Guillaume, ils n'auront pas besoin d'Afin Guessan, ils n'auront pas besoin de qui que ce soit, tout ce que vous pouvez imaginer, ils n'auront pas besoin et ils vont, ces Ivoiriens-là vont sortir avec la grâce de Dieu, ils vont frapper. Et quand ils vont frapper, le régime de Ouattara va s'écrouler comme une pierre tombale. Ils vont s'écrouler comme un président fini, un président
abattu, un président criminel, un président assassin, un président menteur et un président qui, par la grâce de Dieu, ne sera plus dans ce pays-là. Alors, ça a été un réel plaisir pour nous, un véritable plaisir pour nous d'être à votre compagnie, de partager avec vous. Et ce qui est intéressant quand nous parlons, c'est de faire en sorte que la plupart de ceux qui nous écoutent, par la grâce de Dieu, puissent être avec nous, nous suivre. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, on garde le contact. Mais la chose la plus importante, Alassane Ouattara, par la grâce de Dieu, il va tomber. Et quand il tombera, Inch'Allah, les Ivoiriens seront libres. La liberté, elle arrive, hein. Soyons pas pressés. Ce n'est pas aussi loin, c'est très proche. La victoire, on peut peut-être penser que Ouattara est là, mais Keïta, Ouattara, il est là, Ouattara, il est là, Ouattara, il est là, mais Ouattara, il est là, mais qu'est-ce qu'on fait avec Ouattara? Ouf. On peut faire quoi Ouattara? Mais on va l'accompagner au cimetière, Alassane Ouattara, c'est tout. Hein? On va l'accompagner au cimetière, c'est tout. Alassane Ouattara, on va l'accompagner au cimetière. Mais nous savons aussi qu'il va tomber, nous savons qu'il tombera, et nous allons faire le maximum. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Donner les informations justes, les informations correctes, les informations qui vont avec. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons tous les jours que Dieu fait pour apporter ces informations-là, vous les apportez, pour que vous et vous seuls soyez les témoins de ce que vous vivez et de ce que nous vivons. Je le répète, le régime de Ouattara, ne vous en faites pas, il va tomber comme un fruit pourri, comme lui-même il a dit à l'époque au président Aimé, je vais frapper ce régime, il va tomber comme fruit pourri. Alors, rassurez-vous, lui-même, il va tomber comme un fruit pourri. Et quand il va tomber comme un fruit pourri, je vous en prie, ce sera la fin de son régime. Mais pour le moment, même si Pluchéric Balé parle, ça ne changera rien. Parce que les Ivoiriens, pour le moment, ne sont pas encore décidés à suivre quiconque si ce n'est pas Laurent Gbagbo. Donc, ce qui est important, ce que nous disons, c'est que Ouattara sera frappé. Et la puissance de la frappe sera telle que les Ivoiriens n'auront pas autre choix que de sortir et de le chasser. Ils vont le chasser, ils vont l'humilier, parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore compris Blaise Compaoré qui est à ses côtés. Quand tu es avec Blaise, quand Dieu te met Blaise Compaoré à tes côtés, c'est pour te donner des conseils. Mais il n'a pas compris. Quand Dieu te met à côté un président comme Alpha Condé de la Guinée, il n'a pas compris. Donc lui, il se dit peut-être que il est mieux, il est fort, il est plus que tout cela. Bon ben, Dieu est là, Dieu regarde, Dieu contrôle. Nous on est là, on écoute notre Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que lui, il ne va pas s'en sortir parce que Dieu va l'humilier. Et ça, c'est une certitude absolue. On garde le contact par la grâce de Dieu. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci. À très bientôt.